Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit documentaire de 23 minutes que je vous ai traduit et doublé sur des personnes, acteurs, journalistes, chanteurs qui se sont officiellement suicidés selon la version officielle. Je dis bien selon la version officielle parce que si vous connectez le bon sens au récit, vous comprendrez facilement que beaucoup de points sont dérangeants, voire totalement anormaux, dont le premier, bien évidemment, ils enquêtaient tous sur des réseaux pédophiles, comme par hasard des trafics d'êtres humains, d'enfants dirigés potentiellement par toujours les mêmes personnes dont je tairai le nom pour l'instant, mais que vous découvrirez dans ce film qui est une vraie bombe. La journaliste Liz Crokin sur Truth Social le 28 juin 2022 disait: il s'agit d'un mini-documentaire très instructif qui relie de nombreux points concernant des personnes suicidées qui dénonçaient ou avaient potentiellement prévu de dénoncer des trafics et des réseaux pédophiles d'élite. Le général Michael Flynn disait sur Truth Social le 14 juillet 2022: un autre film impactant, puissant et épique. Comprendre le mal qui habite l'esprit de quelqu'un qui ferait du mal à un enfant à des fins indescriptibles dépasse mon imagination, mais c'est bien réel. Ce film restera dans l'histoire comme l'un des plus importants de l'histoire de l'humanité. À voir absolument. Alors voilà, vous comprendrez qu'en attendant de regarder le film Sound of Freedom, ce film documentaire est un indispensable. Abonnez-vous à la chaîne, mes amis, et cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est très important en cette forte période de censure qui s'annonce. Je remercie également tout le monde qui m'aide à financer cette chaîne et partage mes vidéos. Merci vraiment à vous tous. Je vous rappelle aussi que toutes les sources de ce documentaire se trouvent ci-dessous. Allez, c'est parti tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin car je rajouterai une de ces morts étranges après la sortie de ce documentaire. Bon visionnage. Il s'agit d'un effort concerté, une politique de destruction personnelle. Va te faire foutre, John Podesta. Je viens d'arriver sur place et sa femme de ménage est sortie et a dit que lui et Persia s'étaient suicidés. J'ai fait quelque chose de vraiment stupide. Je ne suis pas suicidaire. Je ne suis pas suicidaire. Des commentaires, des commentaires. Pas de commentaires. Non, pas maintenant. En novembre 2009, une femme nommée Laura Silsby a fondé une association à but non lucratif, le refuge New Life Children. Il décrit sa mission comme une tentative de sauvetage des enfants orphelins et abandonnés en Haïti et en République dominicaine. 2 mois plus tard, le 29 janvier 2010, Laura Silsby a été arrêtée pour avoir tenté de faire sortir 33 enfants orphelins d'Haïti sans papier. Voici quelques-uns des 33 enfants haïtiens qu'un groupe baptiste américain aurait tenté de faire sortir illégalement du pays samedi. La responsable du groupe, Laura Silsby, affirme que le groupe n'a pas payé d'argent pour les enfants. L'erreur que nous avons commise, c'est que nous n'avons pas compris qu'il y avait des formalités administratives supplémentaires à remplir. Pour moi, c'est assez alarmant parce que nous sommes les parents légaux de ces enfants et nous lui avons donné des instructions explicites pour qu'elle n'intervienne pas auprès d'eux. Le fait qu'elle continue à venir, à essayer de les trouver, à les emmener chez les dominicains me fait penser que son intention n'est pas la meilleure. Le monde apprendra plus tard, grâce à Wikileaks, que Huma Abedin et d'autres associés ont envoyé à Hillary Clinton des courriels l'informant de l'incarcération de Silsby et de l'évolution de son dossier juridique. Ce n'était pas la première fois que Silsby était accusé de trafic d'enfants. Elle avait déjà été arrêtée une fois par la police haïtienne alors qu'elle tentait de faire sortir 40 enfants du pays. Toutefois, lors de cet incident, aucune charge n'avait été retenue contre elle et elle avait simplement été refoulée à la frontière. Une semaine après la deuxième arrestation de Silsby, le 7 février 2010, l'ancien président Bill Clinton lui a désigné un avocat du nom de Jorge Puello. Jorge Puello a réussi à faire réduire la peine de Silsby à 6 mois d'emprisonnement. Jorge Puello a également un passé coloré dans le domaine de la traite des êtres humains. Il a été reconnu coupable d'avoir dirigé un réseau international de trafic sexuel impliquant des femmes et des jeunes filles mineures en provenance d'Amérique centrale et d'Haïti. L'épouse de Puello a également été arrêtée pour les mêmes motifs.
En 2011, Mme Silsby a été nommée directeur financier de l'entreprise de logiciels Connexus, dont elle est devenue par la suite vice-présidente du marketing. Connexus exploite AlertSense, le logiciel de notification de masse utilisé dans le système intégré d'alerte et d'avertissement public de la FEMA ou IPOS. L'objectif est d'alerter les Américains en cas d'urgence, par exemple en cas d'intempéries ou de disparition d'enfants. Une des fonctions de l'IPOS est d'émettre des alertes d'urgence en cas d'enlèvement. Le système d'alerte d'urgence a été mis en place sous la présidence de Bill Clinton. En 2015, Laura Silsby a épousé Norman Gailer et a pris son nom de famille, et c'est ainsi que son nom apparaît désormais sur le site web de Connexus. Comment une femme qui a été prise à plusieurs reprises en train de tenter de faire du trafic international d'enfants peut-elle être promue à la tête de l'équipe dirigeante du principal système d'alerte d'enlèvement du pays? Pourquoi les Clinton sont-ils intervenus dans son procès? Nous allons continuer à apporter notre soutien, comme nous le faisons dans chaque cas de ce genre aux citoyens américains qui ont été inculpés. Nous espérons que cette affaire pourra être résolue rapidement. Le matin du 26 juillet 2019, les utilisateurs de Twitter ont vu le hashtag ClintonBodyCount devenir viral. Quelques semaines avant que Jeffrey Epstein ne se suicide dans sa cellule de prison. L'expression « nombre de corps Clinton » n'était pas nouvelle et était devenue courante dans les forums à travers l'Internet des années auparavant. Elle fait référence au nombre apparemment anormal d'associés de Clinton décédés de manière suspecte ou dans des circonstances mystérieuses. Yvette Folger, une amie proche de James Alefantis, un associé de Clinton, a fait une déclaration en faveur de Silsby lors de son procès. Folger est la fille de Michael McCoby, qui entraîne les dirigeants de Nuestros Pequeños Hermanos, une grande organisation qui gère des orphelinats dans le monde entier. La fille de Folger, Max McCoby, siège au conseil d'administration d'un orphelinat de NPFS appelé Amis des orphelins, qui est l'un des 760 orphelinats opérant en Haïti et qui se trouve être l'orphelinat exact à partir duquel Silsby a été pris en flagrant délit de trafic d'enfants. Curieusement, Max McCoby a fait une longue déclaration de soutien à Comet Pizza lors d'une déclaration controversée de la commission de quartier, à l'époque où la controverse du Pizzagate a éclaté. Il convient également de noter que Frank Giustra, propriétaire de la Radcliffe Foundation, fait partie du conseil d'administration de la fondation Clinton et est l'un des principaux donateurs de cette organisation. Le logo d'Elpida Home, un centre de réfugiés fondé par la fondation Radcliffe, a une forme et une couleur presque identiques à celle du symbole aimant les jeunes garçons que le FBI a déclassé en 2007. Quelle que soit votre opinion sur la véracité du Pizzagate, les scandales semblent suivre les Clinton. Leur lien avec la pédophilie ne s'arrête pas là. Monica Peterson a été stagiaire au laboratoire de lutte contre la traite des êtres humains et chercheuse et directrice adjointe du Centre de lutte contre la traite des êtres humains. Elle a également fait partie du groupe de travail sur les données de recherche du Colorado Human Trafficking Council. Peterson a écrit et s'est exprimé de manière prolifique sur la traite des êtres humains. Le 15 août 2015, Monica a annoncé son intention de se rendre en Haïti pour y mener des recherches sur la traite des êtres humains et a ensuite commencé à y vivre à plein temps. Le 3 janvier 2016, Monica a partagé avec son amie Bella certaines de ses découvertes basées sur son travail de terrain en Haïti jusqu'à ce moment-là. Je cite, « Madame Clinton a des affaires corrompues et ça l'a terminé en Haïti. C'est la théorie que ma thèse de maîtrise met en avant. Il s'agit d'un esclavage structurel moderne. La véritable signification de ce scandale pour moi, je sais que vous me comprenez, Bella, c'est le lien avec l'esclavage contemporain et la traite des êtres humains. Je ne peux pas dire dans quelle mesure, mais il y a un trafic d'êtres humains qui passe par le complexe Caracol des Clinton. À ce stade, Monica semblait enquêter à plein temps sur les liens de la fondation Clinton avec le trafic d'enfants. Le 13 novembre 2016, Monica Peterson a été déclarée morte en Haïti, bien qu'aucun corps n'ait jamais été récupéré pour le service funéraire de la famille.
La famille de Monica a été informée qu'elle s'était suicidée, mais elle n'a pas été informée des détails exacts de sa mort. Il semble qu'elle se soit suicidée par pendaison, mais depuis des éléments ont été révélés qui ne cadrent pas avec la vie de Monica. Rien de tout cela ne semble correspondre, et peut-être que c'est ainsi que les choses se passeront toujours. Le professeur de Peterson, Claude Destré, a déclaré ce qui suit à propos de sa mort. Je cite, « Elle a décidé de s'attaquer à l'un des démagogues dans le domaine de la traite des êtres humains. Elle a produit une analyse de 110 pages sur la traite des êtres humains en Haïti. 2 ans de recherche. Nous cherchions quelqu'un d'assez intelligent et peut-être d'assez courageux pour publier son travail. Je continuerai à le rechercher et à le publier pour elle. » Après avoir fait cette déclaration, M. Destré a soudainement désavoué tout lien entre Mme Peterson, la traite des êtres humains et les Clinton. Destré a déclaré « Peterson s'est rendue plusieurs fois en Haïti, mais elle n'était pas là pour faire des recherches sur le trafic d'êtres humains et n'enquêtait pas sur la fondation Clinton. » Pourquoi Destré ferait-il un demi-tour public à 180 degrés? Il s'avère que Destré a travaillé comme superviseur au bureau du procureur des États-Unis pour le compte de DynCorp entre 1999 et 2002. Cette période coïncide exactement avec celle où DynCorp a été prise en flagrant délit de trafic sexuel d'enfants en Bosnie et au Kosovo, et où aucune poursuite n'a été engagée. DynCorp a joué un rôle actif dans les abus sexuels en Haïti. Et si Monica Peterson avait découvert quelque chose avant de mourir? Et si ces découvertes étaient vraies? Quelqu'un d'autre a-t-il découvert des liens présumés de la fondation Clinton avec la traite des êtres humains? Chris Cornell était le chanteur du groupe populaire Soundgarden. Lui et sa femme, Vicky, ont travaillé avec 6 organisations caritatives différentes pendant près de 10 ans. En 2012, ils ont créé la fondation Chris et Vicky Cornell qui s'efforce de soutenir et de protéger les enfants victimes d'abus et d'exploitation sexuelle dans le monde entier. Le couple a fini par s'impliquer dans l'une des organisations partenaires de leur fondation, Aid Still Required, qui vient en aide aux orphelins victimes d'abus sexuels en Haïti. Aid Still Required a reçu des dons de la fondation Clinton. Selon une source qui s'est confiée au Freedom Daily, c'est à cette époque que Chris Cornell a découvert que ces orphelins n'étaient pas placés dans de meilleurs environnements après tout, mais qu'ils étaient vendus dans des réseaux d'esclavage sexuel et de trafic d'êtres humains. En mai 2017, Chris Cornell a été retrouvé pendu au Grand Hôtel MGM, laissant derrière lui sa femme Vicky et leurs 3 enfants. Il a été découvert avec 9 côtes cassées, du sang éclaboussant le mur et avait subi un traumatisme crânien avant de mourir. Sa mort a été officiellement déclarée comme un suicide, mais sa famille et ses amis proches insistent sur le fait qu'il n'était en aucun cas suicidaire. De nombreux détails de son suicide ne concordent tout simplement pas. Par exemple, Chris venait de donner un concert complet sans aucun signe apparent de 9 côtes cassées. Le corps de Chris a été retrouvé froid au toucher, ce qui aurait pris au moins 2 heures dans une chambre d'hôtel. L'heure de sa mort se situerait donc entre 23h et 23h30, heure à laquelle son garde du corps, Martin Kirsten, aurait été à ses côtés. Il n'y a pas d'explication officielle sur la cause de la tache de sang sur le mur à côté de son corps. Ses pieds touchaient le sol, ce qui signifie qu'il n'était que partiellement suspendu par le cou. En outre, le garde du corps de Chris affirme qu'il a dû enfoncer la porte de sa chambre d'hôtel pour découvrir Chris mort. Non seulement c'est pratiquement impossible à faire sans un mini-bélier pour forcer la porte, mais le rapport de la scène de crime n'indique aucune trace d'effraction. Après avoir examiné le rapport d'autopsie et la position du corps, le docteur Werner Spitz, médecin légiste de renommée mondiale, a conclu que la mort de Cornell n'était pas un suicide. Le Dr Spitz a participé à de nombreuses enquêtes sur des meurtres très médiatisés, notamment ceux du Dr Martin Luther King Jr. et de John Fitzgerald Kennedy, et des témoins experts lors des procès d'O.J. Simpson et de Casey Anthony. Selon un article de TMD, une source proche de M. Cornell a affirmé avoir découvert des preuves d'un trafic de réseau de cocaïne et d'enfants à Mena, dans l'Arkansas, lié à Bill et Hillary Clinton. Selon cette source, M. Cornell avait découvert l'identité d'élites de haut niveau qui faisaient partie de la même opération occulte, satanique et Illuminati que les Clinton. Il prévoyait d'exposer leurs agissements juste avant sa mort.
2 mois plus tard, on apprenait que le leader de Linkin Park, Chester Bennington, s'était suicidé le jour de l'anniversaire de Chris Cornell. Bennington et Cornell auraient collaboré pour dénoncer un réseau de pédophiles opérant dans l'industrie musicale et ailleurs. Bien que cette information n'ait pu être corroborée. Toutefois, cela ne signifie pas que la mort de Bennington et sa vie d'ailleurs soient dénuées d'intrigue. Linkin Park a été choisi par John Podesta pour promouvoir une organisation appelée Sustainable Energy for All en Haïti, qui a reçu une subvention de $250 000 de la fondation Clinton alors qu'elle n'en avait pas fait la demande. Bennington et Cornell étaient tous deux associés à l'organisation à but non lucratif Head Still Required basée en Haïti. Une source policière a déclaré qu'elle pensait que Bennington avait été assassiné. Curieusement, le bureau du coroner de Los Angeles a mis 130 jours à publier le rapport d'autopsie. La sœur de Bennington, Toby, a indiqué publiquement qu'elle pensait que son frère avait subi le même sort que Jeffrey Epstein, s'était rendu célèbre en ne se suicidant pas. Elle affirme que son compte Twitter a été piraté et suspendu après qu'elle ait publiquement fait part de ses soupçons. Il semble y avoir une ressemblance frappante entre les visages de Bennington et du président de la campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, ce qui, comme l'ont souligné de nombreuses personnes, ressemble à une relation père-fils. La théorie la plus répandue est que la mère de Bennington, Helen, a eu une liaison avec John Podesta, ce qui aurait été possible étant donné que les deux se connaissaient. La théorie veut que lorsque le père biologique de Bennington a découvert qu'il élevait le fils d'un autre homme, il a divorcé. Aujourd'hui, de nombreux enquêteurs pensent que le groupe Linkin Park est un hommage à Lincoln Park, une base militaire canadienne située dans l'Alberta qui a mené des expériences MK-Ultra de contrôle de l'esprit sur des enfants dans le but de former des super espions et des assassins. De nombreux enfants participant au programme de Lincoln Park ont été victimes d'abus sexuels. Bennington a publiquement déclaré avoir été victime d'abus sexuels dans son enfance. John Podesta, ou Skippy comme il préfère être appelé, possède une grande et vile collection de ce qui ne peut être décrit que comme de l'art pédophile. M. Podesta a également été chef de cabinet du président Bill Clinton. Très bien, vous voyez où je veux en venir ? Quand je parle, c'est parce que je m'intéresse à tout ce qu'ils font. Qu'y a-t-il dans ton placard, John Podesta? Big Podesta, Big Soros. Voulez-vous que nous jouions à ces jeux parce que nous jouons pour gagner? En 2009, James O'Keefe de Project Veritas a publié des vidéos d'infiltration prétendant qu'ACORN, l'Association of Community Organization for Reform Now, s'était livré à la prostitution de mineurs. C'est John Podesta qui a été chargé d'enquêter sur ce scandale. Le journaliste Andrew Breitbart a fait part de son fort mépris pour John Podesta. Le 4 février 2011, Andrew Breitbart a tweeté « Comment le gourou progressiste John Podesta n'est pas connu pour être un esclavagiste sexuel de mineurs de classe mondiale et un agent de dissimulation défendant des personnes innomables. Cela m'échappe. » Puis un an plus tard, tout au long du mois de février 2012, Breitbart a annoncé à l'avance la publication d'une vidéo qui, selon lui, paraîtrait le 1er mars. Cette vidéo, affirmait-il, serait gravement préjudiciable à la campagne de réélection d'Obama. Attendez de voir ce qui se passera le 1er mars, a-t-il déclaré. Juste avant la diffusion prévue le 28 février 2012, il a tweeté « Combien de temps avant qu'il ne me tue, crise cardiaque ou accident de voiture, ou qu'il ne me fasse accuser d'un crime? Lisez-moi tant que vous le pouvez. » Breitbart est mort d'une prétendue crise cardiaque le 1er mars 2012, soit 2 jours plus tard. Le médecin légiste qui a mené l'enquête est mort d'un empoisonnement à l'arsenic 2 mois plus tard. Compte tenu de la gravité de l'enquête sur les réseaux internationaux de trafic d'enfants et de leurs liens avec Washington, Hollywood et le Vatican, il y a eu de nombreux décès suspects de dénonciateurs et de journalistes qui ont tenté de faire éclater cette affaire. Il y a une prépondérance de points qui, s'ils sont reliés, peuvent indiquer ceux qui cherchent à faire taire ce message.
En outre, cette industrie de la douleur semble avoir une portée internationale. Les trafiquants d'êtres humains considèrent les frontières comme de simples lignes sur une carte. Il est important de faire la distinction entre ce que j'appelle les pédophiles loups solitaires et les réseaux internationaux. Les réseaux permettent aux médias de couvrir des histoires de pédophiles loups solitaires parce qu'ils alimentent l'idée que les pédophiles ne travaillent pas ensemble, clandestinement, à une échelle industrielle. Il suffit de penser à la mort suspecte de l'ancien inspecteur de police Mark Minnie, auteur de The Lost Boys of Bird Island, qui dénonce un trafic d'enfants à grande échelle en Afrique du Sud. Peu après la publication de son livre, il a été retrouvé mort d'une balle dans la tête. Sa mort a été considérée comme un suicide, bien que sa famille ait affirmé qu'il lui avait assuré qu'il ne se suiciderait jamais. Une dissimulation officielle d'un réseau pédophile impliquant l'ancien ministre de la Défense Magnus Malan et 3 autres membres du cabinet du Parti national. Mais les membres de la famille affirment que Minnie leur a dit quelques jours avant sa mort que s'il lui arrivait quelque chose, il devait savoir qu'il avait été tué. Cela fait longtemps qu'il nous en parle. Il a dit que sa vie était en danger. Il n'y a aucune chance que moi ou n'importe lequel d'entre nous croyions qu'il aurait choisi de se retirer. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de faire cette interview afin de dissiper toute idée ou rumeur selon laquelle il aurait pu s'agir d'un suicide. Il y a 15 ans, j'ai été incarcéré et torturé par le gouvernement à cause d'un livre que j'avais publié qui citait les noms d'un grand groupe de politiciens et d'hommes d'affaires qui se livraient au trafic d'enfants. On peut également examiner le cas de la journaliste d'investigation Lydia Cacho Ribeiro qui a été battue, violée, harcelée, arrêtée selon de fausses accusations et dont la maison a été vandalisée lorsqu'elle a commencé à enquêter sur la maltraitance systémique des enfants au Mexique. Il y a eu 7 fois dans ma vie de journaliste où j'ai dû fuir ma maison pour rester en vie. En 2005, elle a publié Los Demonios de Eden, les démons d'Eden, un livre qui dénonce un réseau de trafic sexuel d'enfants impliquant des politiciens, des fonctionnaires et des hommes d'affaires. Un autre cas suspect concerne le cinéaste Bill Baldwin, mort subitement dans des circonstances étranges 1 an après avoir publié la bande-annonce de son documentaire Innocence Destroyed, qui dénonçait la corruption des services de protection de l'enfance. Extrait de son livre Innocence Destroyed. Jeremy Celentano, 1 an, battu si brutalement que son crâne a été fondu. Mort sous la tutelle des services de protection de l'enfance. Kelsey Smith Briggs, 2 ans, assassiné après 9 mois de mauvais traitements avérés, alors que son vrai père était en Irak, battu à mort sous la tutelle du service de protection de l'enfance. Anthony Bars, 4 ans, affamé et battu à mort pendant 10 mois. Brutalisé sous la tutelle des services de protection de l'enfance. Marcus Fiesel, 3 ans, laissé ligoter dans une couverture d'emballage dans un placard pendant plusieurs jours où la température atteignait 42 degrés, horriblement assassiné sous la tutelle des services de protection de l'enfance. Est-il déraisonnable de supposer qu'un acte criminel a été commis à l'encontre de ces 3 braves personnes alors que ce schéma apparaît pratiquement partout où la traite des enfants est sur le point d'être révélée? Le 13 mai 2019, la police s'est rendue sur les lieux d'un suicide apparent où un individu a sauté d'un pont sur une autoroute avant d'être percuté par un véhicule. Corey Feldman, vous êtes une fake news et vous protégez les pédophiles. L'acteur Isaac Cappy, âgé de 42 ans, avait déclaré dans un live stream 3 jours avant l'incident qu'il ne se suiciderait pas. Tout en faisant des déclarations audacieuses sur l'existence de réseaux pédophiles à Hollywood, il reconnaissait qu'il se mettait en danger et avait pris des mesures proactives pour assurer sa sécurité.
comme la mise en place d'un déclencheur après sa mort. Quelque chose de grave est sur le point d'arriver. Oui, quelque chose de grave est sur le point de se produire. On sait qu'on ne peut pas faire confiance aux flics. Alors je me suis demandé ce que je pouvais faire pour me donner du temps, pour me sauver, pour m'isoler. Alors je leur ai donné le truc qui disait que j'avais un déclencheur après ma mort. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas me tuer, ils ne peuvent pas me tuer. Les groupes riches et puissants se livrent-ils à la traite des êtres humains et conspirent-ils pour en dissimuler systématiquement l'existence? Les dénonciateurs ont-ils raison lorsqu'ils affirment que la pédophilie est répandue dans les hautes sphères de la finance, de l'application de la loi, de la religion, du divertissement et de la politique? Nous restons perplexes. Devons-nous recommencer à croire que les militants en croisade morale se suicident régulièrement? Ou devons-nous prendre une pilule plus difficile à avaler et reconnaître que les syndicats du crime sont prêts à faire des pieds et des mains pour échapper aux poursuites judiciaires? La prochaine fois que vous lirez un titre sur une personne qui s'est suicidée, peut-être ferez-vous une pause et penserez-vous aux courageux francs-tireurs qui sont morts en dénonçant ce monstrueux marché noir. Il s'agit d'un effort concerté, c'est un effort concerté, la politique de destruction personnelle. Alors bien évidemment, toutes ces morts ont un point commun, la famille Clinton. Cette famille Clinton impliquée également dans le Pizzagate, cette entreprise de livraison d'esclaves sexuels mineurs sur tout Hollywood et la Californie. Je sortirai une vidéo sur le sujet pour en parler un peu plus en détail. Et pour l'instant, je vais encore parler d'une autre mort survenue après la fin de ce documentaire. Je la rajoute dans cette vidéo car je pense que le réalisateur l'aurait fait. Je vais donc parler de la mort de l'actrice Anne Heche. Nous avons également de tristes nouvelles en provenance d'Hollywood. La famille de l'actrice Anne Heche déclare qu'elle est désormais légalement morte. Son corps était maintenu sous assistance respiratoire en vue d'un éventuel don d'organes. Anne Heche est dans le coma depuis plus d'une semaine après avoir percuté une maison à Los Angeles vendredi dernier. Son porte-parole a déclaré que l'actrice souffrait d'une grave blessure causée par un manque d'oxygène dans son cerveau. Voilà donc, selon la version officielle, cette actrice serait morte cérébralement après un accident de voiture. Essayons d'écouter Stu Peters. Il semblerait que Heche ait été transportée à l'hôpital dans le coma et que son décès soit dû à une lésion cérébrale anoxique. En d'autres termes, elle était en état de mort cérébrale. Elle aurait subi un traumatisme crânien fatal au moment même de l'accident et n'aurait été maintenue en vie qu'en vue d'un éventuel don d'organes. Bon, tout le monde comprend bien qu'elle était morte cérébralement selon la version officielle sur le lieu de l'accident. Alors regardons une vidéo officielle de l'accident sur Fox News. Ils étaient donc inquiets à ce sujet, mais au sujet de la personne, la conductrice qui a été identifiée comme étant Anne Heche. Vous connaissez probablement ce nom pour l'avoir vu à la télévision et au cinéma dans 6 jours, 7 nuits, Donnie Brasco, Wag the Dog, Volcano, un tas de films. Il y a un moment dramatique juste avant d'être transporté dans l'ambulance pour l'hôpital où un conducteur a été identifié comme étant Anne Heche. Vous pouvez voir que nous avons ralenti un peu le film pour vous, car les pompiers essayaient d'aider cette femme à obtenir l'aide dont elle avait besoin à l'hôpital, alors qu'elle s'était écrasée contre cette maison. Alors voilà, morte cérébralement, mais qui se lève apparemment pour essayer de détacher ses pieds prisonniers. Regardez. Elle est restée dans la voiture pendant près d'1 heure. Lorsqu'on l'a sortie de la voiture, elle semblait être recouverte d'un drap, comme un sac mortuaire ou quelque chose du genre. Cela pourrait être tout à fait normal pour une victime de brûlure, mais sa tête semble couverte, ce qui vous paraîtra encore plus étrange lorsque vous verrez ce qui se passe. On la voit se réveiller et on dirait qu'elle essaye de se débattre pour libérer ses pieds tandis que le pompier la pousse dans l'ambulance. Cela ressemble-t-il à une personne en état de mort cérébrale dans le coma ou souffrant de brûlures extrêmes? Il n'y a aucun signe visible de traumatisme sur son corps. Nous voyons également un pompier à ses pieds et à sa droite qui pousse son bras vers le bas et regarde autour de lui d'un air soupçonneux. Pourquoi le pompier est-il si brutal? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas beaucoup de personnel médical dans les environs? Pourquoi est-ce le pompier qui transporte la personne blessée? N'est-ce pas le travail des ambulanciers? Nous voyons également le numéro 63 sur le toit de l'ambulance.
Vous avez donc 3-6 si vous vous intéressez à la numérologie, ce qui n'est pas mon cas. C'est un peu bizarre. Par ailleurs, son petit ami ou son ex-petit ami Thomas Jane avait déclaré à la presse qu'elle allait s'en sortir, mais nous savons maintenant que ce n'était pas le cas. Voilà donc plein de choses qui devraient attirer l'attention de tous les enquêteurs honnêtes, mais que nenni, comme nous le verrons, son ex-petite amie avait déclaré qu'elle allait s'en sortir, mais visiblement, éventuellement, possiblement, certains la préféraient morte. Mais la vie d'Anne Heche avait une autre dimension. Elle a affirmé avoir été victime d'abus sexuels graves dans son enfance et a également accusé d'autres personnes d'avoir abusé d'elle à Hollywood. Elle a été l'une des accusatrices les plus connues d'Harvey Weinstein. Juste avant sa mort, elle a tourné un nouveau film, Girl in Room 13, sur le monde du trafic sexuel clandestin. Aujourd'hui, Heche est décédée parce que son véhicule a quitté la route à grande vitesse, s'est écrasé contre une maison et a explosé. Regardez ça, la revoilà. Cette femme ouvre le sac mortuaire. Bonjour. La police de Los Angeles a déjà annoncé qu'elle cessait toute enquête sur l'accident mortel de Heche. Imaginez que Britney Spears, à Dieu ne plaise, s'écrase contre un immeuble et meurt. Pouvez-vous imaginer qu'ils disent qu'il n'y a plus d'enquête? Eh bien, elle n'a accusé personne de violer des enfants et de boire leur sang à Hollywood non plus, ce qui est l'autre partie de cette histoire, n'est-ce pas? J'aime parler des faits et ensuite fonder mon opinion sur les faits qui m'entourent. Et le fait est que Heche vient de tourner un nouveau film, Girl in Room 13, sur le monde clandestin du trafic sexuel qui domine Hollywood. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, elle a également tourné en 2008 un film intitulé Toxic Skies qui traitait des chemtrails. Littéralement, tout le film portait sur les chemtrails. Elle était un médecin qui découvrait que les gens avaient ce virus et qu'il se propageait, qu'ils étaient tous malades et mouraient et qu'ils ne pouvaient pas arrêter la propagation. Et il y avait des quarantaines partout à cause des chemtrails. Le gouvernement était de connivence avec les grandes entreprises pour mettre du barium et de l'aluminium dans le kérosène. Voilà, donc on comprend bien que c'était une personne à abattre. Elle dérangeait visiblement le business et les agendas de certains. Et écoutez, une preuve supplémentaire qu'elle n'était pas morte cérébralement au moment de son accident. Certains des premiers intervenants ont déclaré dans des articles qu'ils avaient eu toute une conversation avec elle lorsqu'ils l'ont secourue. Il est donc compréhensible que s'il s'agissait de brûlures, les choses pourraient s'améliorer. Mais mon vrai problème est qu'ils ont fait une déclaration officielle sur toutes les chaînes d'information et que, d'après les rapports, il s'agissait de son équipe de relations publiques et de ses proches. La déclaration officielle était qu'elle était dans un état stable et qu'on s'attendait à ce qu'elle s'en sorte et qu'elle se rétablisse complètement. Puis ils ont dit « Ok, elle a besoin d'une opération à cause de quelque chose dans les voies respiratoires. Ok, pas de surprise, ils vont donc l'opérer. » Et soudain, ils disent qu'elle n'a jamais repris conscience après l'accident. Alors comment ces premiers intervenants qui disent avoir eu des conversations avec elle et qui le disent avec leur nom dans les journaux, c'est-à-dire dans les grands médias nationaux, ont-ils pu le faire? Comment ont-ils pu avoir une conversation avec elle si c'est le cas? Et oui, c'est une question qui se pose. Pourrait-elle avoir été tuée cérébralement à l'hôpital ou dans le camion des pompiers avec les 3-6 qui l'emmenaient à l'hôpital? Je vous laisse y répondre et écouter une autre supposition intelligente de Stu Peters. Alors pourquoi est-il si difficile de discuter de la façon dont les voitures sont contrôlées? Elles sont équipées d'OnStar et d'autres systèmes de communication reliés à des satellites. Qu'est-ce qui dit que de mauvais acteurs ne pourraient pas s'en emparer et manipuler le système de freinage à direction ou le régulateur de vitesse? Réglons le régulateur de vitesse d'Anne sur 200 km/h et désactivons le système de freinage. Je veux dire que ces choses-là, même les plus invraisemblables, sont désormais possibles. Alors voilà, je ne sais pas si c'est la cause de son accident, mais ça laisse à réfléchir quand même. Je tiens à préciser que je n'ai aucune envie de suicide, je suis très bien dans ma vie, en bonne santé et compte y rester. Je disais ça juste en passant, mieux vaut être prudent de nos jours. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime qui est juste en dessous et partagez partout sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez également m'aider avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.